Bonsoir à tous, bienvenue pour cette 7e édition déjà du Lab Financement, ce nouveau rendez-vous lancé par Finance Innovation avec le but d'apporter des clés dans le financement de nos startups. Finance Innovation, vous le connaissez, nous sommes le cluster dédié à la finance digitale avec cet objectif d'accompagner la croissance de nos startups, que ce soit sur un plan national ou sur un plan international. Donc, on a pu déjà aborder plusieurs thématiques, que ce soit sur la rédaction d'un deck, que ce soit sur comment recruter après une levée de fonds, comment gérer sa trésorerie. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une licorne avec nos experts autour du financement de sa startup, mais du financement autour de 3 grandes phases. Le démarrage, phase classique, la croissance, la scalabilité, et puis l'international. Et pour ça, justement, j'ai teasé une licorne. On a le plaisir d'accueillir 4 invités que je vais laisser se présenter. Marc, je te propose de commencer. Alors, je m'appelle Marc Dugas, je suis chez Heming, responsable du pôle numérique dédié aux clients du secteur numérique autour des sujets du financement de l'innovation avec un tropisme fort sur la fiscalité de la recherche. Geoffroy Guigou, donc cofondateur et directeur général de United, fintech française maintenant déployée au reste de l'Europe. En quelques chiffres, on est 500 collaborateurs, on a levé à près 350 millions d'euros, donc on va reparler des différents stades de financement. Oui. On fera plus de 100 millions d'euros de revenus cette année, toujours 80% de croissance, et on a lancé un modèle de spécialiste du crédit online pour le prêt aux particuliers en 2012 en France, qu'on a déployé ensuite à 4 autres pays européens. Et depuis 2-3 ans, le produit de crédit qu'on a construit devient accessible à travers une myriade de partenaires qui sont soit des acteurs fintech, Supera, banque en ligne, néobanque. Fortuneo est un de nos partenaires, donc l'offre de crédit consommation de Fortuneo est en quelque sorte celle de United, customisée pour les souhaits de Fortuneo, mais aussi sur des sites marchands comme un produit de paiement étalé. Donc, on peut citer ce qu'on fait pour ldlc.com, Micromania. On a des partenariats européens, notamment avec Apple et Microsoft là-dessus. On est devenu leur banque partenaire pour fournir des solutions de paiement étalées pour les clients qui souhaitent acheter leurs produits. Voilà. Je dispose d'un agrément bancaire pour faire on est à un agrément d'établissement de crédit européen. Donc, 2 acteurs ont obtenu cet agrément en 20 ans en France, de nouveaux entrants, pardon. United en 2011 et MemoBank, je crois, en 2019. Oui, c'est ça. Voilà, au niveau européen, il y a 20 acteurs fintech qui ont obtenu cet agrément de banque ou établissement de crédit ces 10 dernières années, dont Klarna, N26, Adyen, quelques noms que vous connaîtrez. Très bien. Sophie. Moi, c'est Sophie Coulon-Renouvelle. Je m'occupe de la croissance externe, des partenariats stratégiques et du digital chez Crédit Mutuel Arkea. Crédit Mutuel Arkea, c'est un groupe mutualiste et coopératif qui a quasiment plus de 100 ans, qui a vraiment des racines mutualistes très forts et un lien très fort avec ses territoires, et qui a aussi, compte tenu de son implantation géographique, développé beaucoup son activité autour de l'innovation et de l'ouverture, et depuis une dizaine d'années, qui a beaucoup investi dans le développement des usages pour les clients et donc de la relation avec les fintechs, considérant que c'était un atout, quelque chose à construire ensemble. Et donc, très naturellement, est devenu un acteur du financement. Des petites licornes et après des moyennes licornes et des belles histoires. Voilà, donc qui est très proche de ce milieu-là et qui continue à l'accompagner aujourd'hui. Thomas. Actionnaire de United. Et qui est actionnaire de la première heure de United. Même s'il ne faut pas tout raconter encore. Voilà, c'est ça. Thomas. Donc, bonjour à tous, donc Thomas Guigui, moi je suis responsable des partenariats chez Heming. Donc quelques mots sur Heming, c'est un cabinet de conseil qui existe depuis 35 ans, qui accompagne les directions en ressources humaines et puis les directions de l'innovation, donc qui est notre sujet aujourd'hui, sur l'ensemble des chaînes de la chaîne de valeur de l'innovation. Donc à la fois la stratégie, le management de l'innovation, mais également les financements, puisqu'on va être en capacité d'aller chercher justement les bons leviers de financement tout au long du développement de l'entreprise. Et puis en tant que responsable des partenariats, moi j'ai à cœur justement de positionner Heming sur les différentes filières où on est expert, et notamment la filière de la finance, de la banque et de l'assurance, où on a des experts qui accompagnent un grand nombre d'entreprises chaque année sur l'innovation. Donc c'est
cœur de développer Très les bien. partenariats autour de Voilà. ça. Éming, Arkea et bientôt Geoffroy, qui est, voilà, vous êtes tous membres de Finance Innovation. Alors, vous l'avez compris, hein, aujourd'hui, à travers ton partage d'expérience, justement, on va rebondir un petit peu sur ces différentes phases de financement, sur le temps que tu as pris, comment ça a marché, les succès, qu'est-ce qui a été compliqué. Alors, tu as été créé en 2009. Oui. Dernièrement, tu as fait une levée de plus de 160 millions d'euros Oui, à peu près. 150 millions. 150 millions et tout. Est-ce que tu peux revenir aux prémices, effectivement, en 2009, comment tu t'es positionné pour travailler sur ton financement? Qu'est-ce qui a été compliqué? Est-ce que tu as utilisé du financement public, du financement privé? Enfin, comment ça s'est passé? On était en 2009, hein, on était dans un écosystème un peu moins développé. Aujourd'hui, sur tout ce qui est amorçage et tout, aujourd'hui, il y a un véritable écosystème. Enfin, voilà, comment ça s'est passé? Raconte-nous un petit peu tout ça. Alors là, nous, la phase d'amorçage, c'est effectivement de mi-2009 à fin 2011. Ouais. Donc, on va dire 2 ans et demi. C'est un moment où on n'a pas de site internet, on n'a pas de revenus pendant ces 2 premières années et demie, mais on conçoit le projet qu'on veut lancer. Et donc, on est 2 avec mon associé au tout début, on est 10 à la fin de cette phase, donc c'est des salaires à payer. Et c'est un moment où on demande notre agrément bancaire, on conçoit la plateforme technologique et on recrute les 10 personnes qui doivent être là le jour du lancement. Et donc, pour financer ces 2 années et demie-là, on a besoin schématiquement de 1 million d'euros. On sait qu'on va dépenser 1 million d'euros sur cette phase, mais on n'a pas besoin de lever que 1 million d'euros. Il faut lever 4 millions d'euros supplémentaires, donc 5 en tout, pour avoir le droit, en gros, de se lancer et d'exercer donc l'agrément d'établissement de crédit. Et donc ça, c'est le besoin de financement qu'on a. Alors, il se passe les 3 enseignements un peu que je tire. Déjà, il est possible, déjà à l'époque, de lever 5 millions d'euros en amorçage, c'est-à-dire sans 1 centime d'euro de chiffre d'affaires, sans expérience. On avait 29 ans en 2009, donc 31 ans fin 2011. Et déjà avoir la conviction qu'il est possible. Aujourd'hui, c'est fréquent, ça arrive de voir des entreprises qui se capitalisent 2, 3, 4 fois plus, peut-être lever 15, 20 millions d'euros sur un projet industriel très ambitieux, bien construit. C'est possible en phase d'amorçage avant génération du premier euro de chiffre d'affaires. Donc ça, il faut déjà le savoir et c'est important. C'est néanmoins complexe. Et c'est donc 2 autres choses que je tire de cette expérience. La première, c'est qu'on a levé les 5 millions dont on avait besoin et dont on s'est dit qu'on lèverait pendant cette phase-là, mais on les a levés de façon un peu différente en termes de process et de temps que ce qu'on avait prévu. On s'était dit on va lever 5 millions en un coup, je schématise un peu, et en fait, on a séquencé ça en plusieurs levées de fonds. Donc 3 levées d'equity, on va dire 100 000, 500 000 et 3,5 millions, donc à peu près 4 millions, et une levée complémentaire de financement public d'autour de 500 000 euros, un peu moins de 5 millions en tout. Et donc, plutôt que de dire oui, on va lever en un bloc comme ça, on a levé par étapes en pouvant montrer à chaque fois l'avancée du projet, la création de nouveaux actifs, même si, et on sera éternellement reconnaissant à l'équipe d'Arkea pour ça, il fallait quand même nous faire confiance parce qu'on avait très concrètement une présentation PowerPoint. À la fin, on montrait le RIB. Et si vous aimiez la presse, il fallait le dire. Non, mais c'est ça. Donc après, il y a bien sûr un pacte d'actionnaires qui protège un peu les investisseurs, mais il fallait croire que c'était possible, qu'on arriverait à exécuter ça. Et donc, le séquencement, je pense, c'est une pratique intéressante de progressivité, en fait, par rapport à la création d'actifs, même si, encore une fois, les actifs qu'on créait étaient modestes au fil de ce temps, mais quand même. Et 3e enseignement, c'est la complémentarité, financement privé, financement public, etc. Donc, le premier tour de 100 000 euros, c'est les fondateurs à hauteur de 70 000 euros. Donc, nous, deux personnes, plus quelques business angels. Après, un tour de 500 000 euros, où là, c'est... Alors, le fondateur, on n'avait plus beaucoup d'argent à mettre dedans, mais c'était le groupe de premiers business angels du premier tour
On les avait pris parce qu'on savait qu'ils avaient certains les poches profondes et pourraient suivre. Et donc, cette levée de 500 000 euros, c'était 300 000 euros des business angels historiques qui étaient là à la création et un fonds, 200 000 euros, Team Venture, donc de Xavier Niel. Donc, on a fait rentrer un premier fonds d'investissement d'amorçage. Et après, il y a eu la levée de fonds de 3,5 millions. Et donc là, c'était principalement Arkea et Fimalac, Marc Ladret de la Charrière, qui est plus actionnaire, qui est resté actionnaire quelques années, mais qui était actionnaire au début. Donc, il y avait aussi une nature d'investisseurs qui était différente. Et très tôt, au moment de la levée de fonds, entre la levée de fonds initiale de 100 000 euros et celle de 500 000 euros, on a eu une sorte de financement public. Donc, concrètement, près de 500 000 euros de ce qui s'appelait OSEO à l'époque, BPI aujourd'hui, d'aide à l'innovation et de prêts participatifs d'amorçage, qui sont des dispositifs, je pense, qui existent encore plus ou moins sous cette forme aujourd'hui, et qui sont assez exceptionnels parce que c'est de la dette, c'est non dilutif, il n'y a pas de caution personnelle des dirigeants, on en avait mis déjà pas mal d'économies dans le temps. Voilà, donc on n'avait pas l'impression d'augmenter notre risque personnel, et par ailleurs, c'était conditionné au succès. Donc, si vraiment on plantait tout, on pouvait ne pas rembourser. Ce n'était pas des subventions, hein, c'était donc des prêts avec différé de remboursement après 2 ans. Mais c'est parfait. Puis on a tout remboursé assez vite par anticipation. Donc, voilà les trois choses que je tire un peu. Non, mais c'est super intéressant. Du coup, Sophie, vous avez eu le nez assez creux. Cette chance. Ouais, c'est ça. Cette chance à l'époque, surtout que c'était pas courant, en fait. En revanche, vous aviez déjà investi dans Litchi, je crois, à l'époque. Mais c'était le tout début des investissements d'Arkea dans la FinTech. Ouais. Donc, oui, ça, à la fois, il y a cet aspect stratégique d'observer des cas d'usage et de se dire on a là l'opportunité de se rapprocher de quelque chose de très intéressant et de contribuer parce qu'on connaît une partie du business, on a une vision qui peut être intéressante. Et puis une partie, un ADN un peu entrepreneurial en fait. Moi, ce que je retire des échanges qu'on a eus avec l'équipe dirigeante qui a accompagné tout ce mouvement, les personnes qui aujourd'hui s'en occupent aussi, c'est que c'est très important d'avoir posé justement cet ADN et de savoir pourquoi on y va, à la fois pour la société qui cherche à se faire financer et à la fois pour le corporate qui accompagne, le pourquoi et cette vision stratégique qui est au cœur de la relation de confiance et qui va aussi donner le temps qu'on s'accorde pour voir arriver les choses. Parce qu'on est dans du temps plutôt long dans ce cas-là. Surtout dans la FinTech et dans les services financiers. Parfois, on a besoin d'acteurs. Certains acteurs vont arriver sur des temps plus courts. Donc, peut-être ils vont arriver un peu plus tard, quand les preuves sont déjà plus là. Et donc, Arkea a eu cette capacité à travailler sur le marché, travailler l'intérêt, choisir aussi, en fait, dans son cadre de jeu, à sa dimension, dans son propre cadre d'appétence au risque. Aujourd'hui, on est sur des valorisations radicalement différentes. On ne peut pas s'éparpiller comme on pouvait encore se le permettre, par exemple, en 2009, 2012, 2015. Donc voilà, donc vraiment être centré sur ce que l'on peut apporter et en retour, le niveau de confiance qu'on peut s'accorder mutuellement parce qu'on va pouvoir vraiment discuter et quand les choses ne se passent pas comme prévu, on a déjà ce terrain-là qui est très favorable et qui permet l'échange et qui permet alors du coup de consolider un deuxième axe qui paraît très important, c'est le pacte d'actionnaires. Pour cadrer, c'est comme un mariage, préparer quand ça va mal se passer, comment on va avoir envie de se parler, de se voir, d'animer. C'est des choses qui sont très intéressantes à travailler en amont et sur lesquelles les corporates ont un peu d'avance parce qu'on a déjà des relations partenariales, on a déjà des expériences et on peut les mettre à profit. Je pense que voilà, c'est plutôt apprécié. Oui, tout à fait. Sur... Geoffroy le disait bien, donc la complémentarité entre financement privé et financement public. Aujourd'hui, Thomas, souvent l'écosystème français est mis en avant par sa capacité justement à amorcer et développer. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous présenter un panorama de ce qui existe, de ce que la BPI propose? On parlait de ton expérience en 2009. Est-ce que ça a évolué
depuis. Enfin voilà, quelle est ta perspective justement sur cette phase d'amorçage, de développement et des guichets de capitalisation, de financement qui existent aujourd'hui à ce niveau-là en France? Ma vision, c'est de dire qu'il y a eu des progrès depuis 2009. Il y a encore plus d'outils. Donc, la France a mis encore des moyens sur la table pour financer le démarrage des startups, si on est la partie vraiment sur l'amorçage. Je dirais ce qui est pas. Alors, je vais pas faire la liste exhaustive parce que sinon on y est jusqu'à demain matin. Et je pense que le temps que je fasse toute la liste, il y a déjà des dispositifs qui auront disparu, d'autres réapparus. Donc ça, c'est très compliqué aussi pour les entrepreneurs de s'y retrouver. Donc c'est là où les pôles de compétitivité, les incubateurs, les cabinets de conseil en innovation peuvent justement avoir un rôle aussi d'aiguillage un peu sur tous ces dispositifs selon les phases de développement de l'entreprise. Donc il y a des outils pour lever de la dette. Mais ça, c'est quand on a des fonds propres. Alors, pas le prêt d'amorçage participatif. Je pense que ça, c'est quand vous n'avez pas de fonds propres. Oui. Mais après, tout ce qui est aide à l'innovation de BPI France, il faut des fonds propres pour l'entreprise. Donc, c'est après un premier tour de table un petit peu conséquent. Aujourd'hui, moi, si je mets l'accent sur 2 dispositifs qui sont très intéressants, c'est la bourse French Tech, qui permet d'aller... Alors, quand on est une deep tech, on peut aller jusqu'à 90 000 €, mais sinon, c'est 30 000 €. Et c'est non dilutif, c'est une subvention. Donc ça, c'est intéressant pour déjà démarrer quand l'entreprise se crée. Et le plus intéressant, c'est, je perds mes mots, c'est le concours e-Lab, donc qui est réservé alors plutôt à des entreprises quand même technologiques, mais du numérique, du logiciel, c'est ouvert pour ces entreprises. Et là, on peut aller chercher jusqu'à 600 000 € de subvention. Donc en fait, quand on présente un programme qui va faire jusqu'à 1 million d'euros de R&D, on peut aller chercher 600 000 € en pure subvention au moment de la création. Il faut que l'entreprise ait moins d'1 an. Mais là, c'est complètement non dilutif, c'est de la subvention. Donc, il n'y a même pas à se dire on remboursera s'il y a un succès à la clé. C'est l'idéal. Donc, voilà, moi, une question, c'est aussi comment vous avez eu connaissance de tous ces outils, sur quelle finalement aide extérieure vous êtes appuyé, ou c'est une connaissance On a essayé de comprendre par nous-mêmes au début et d'aller rencontrer des équipes d'Oseo, notamment de notre département. Ouais. Donc, on était siège social dans les Hauts-de-Seine, 92. Et ensuite, on a constitué nos dossiers nous-mêmes, etc. Ça, c'était au début. Et c'est comme ça qu'on a eu ces 2 dispositifs, un peu moins de 500 000 €. Ensuite, pour d'autres dispositifs, comme Jeune Entreprise Innovante, Crédit d'impôt recherche, on a fait appel à une société tierce qui nous aide dans la constitution de nos dossiers pour demander ce type de dispositif d'incitation, on va dire, fiscale. Donc, mais c'est vrai que c'est pas évident de... Enfin, je souscris à ce que tu disais, c'est important un peu de se faire conseiller, accompagner, aiguiller, même si en tant qu'entrepreneur, ça me choque toujours de dire que les choses sont complexes. C'est comme si on était obligé toujours de prendre un conseiller fiscal pour déclarer ses impôts. C'est un peu embêtant. Là, pour avoir accès à ces aides, c'est un peu compliqué de naviguer dedans. Mais le côté positif, et la raison pour laquelle c'est compliqué, c'est aussi qu'il y a beaucoup de dispositifs. Et donc, il faut en profiter, il faut aller les chercher. Il y a aussi tous les financements européens. Il y a pas mal de programmes, de subventions, et qui sont des vraies subventions, certaines en millions d'euros, sur des grands programmes d'innovation qui sont décidés au niveau européen. Et donc, je pense que ça vaut le coup, effectivement, d'aller obtenir ces financements. Pour répondre à ton point sur le besoin de fonds propres, nous, quand on avait levé 100 000 € et on était allé voir Oseo en disant on prépare une levée de fonds de 500 000 € et on voudrait que, si on arrive à la faire, vous débloquez 500 000 € en plus. Et tout ça, ça nous aidait en fait à maximiser la valorisation du 2e tour. Et donc, c'était bien lié à des fonds propres quand même en face. Mais on pense qu'on aurait pu obtenir une partie, même si on n'avait pas fait notre levée de fonds. Donc, on le liait aux fonds propres. Voilà. Ouais, c'est des dispositifs à regarder. Marc, Geoffroy a souligné l'importance justement d'être accompagné dans cette démarche. Et c'est vrai qu'il y a une myriade d'aides, mais comme on fait quand on est l'entrepreneur, il y a un peu la feuille blanche. C'est un peu angoissant. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui peuvent faire peur. Quel est ton sentiment sur... Et il y a des choses plus angoissantes que d'autres. Ouais, par exemple, le Crédit d'impôt recherche, c'est bien un caractère anxiogène pour les entrepreneurs au début.
parce que derrière, il y a l'administration fiscale qui sera un regard supplémentaire qui n'est pas toujours prévisible, qui peut laisser penser à ce qu'il y a. On fantasme beaucoup sur ce qu'il y aura derrière. Donc c'est vrai que ce sont des choses, notamment dans les 3 dernières années, qu'il faut relativement bien accompagner, prévoir en tout cas. Je reviendrai peut-être sur le conseil, comment est-ce qu'on en a besoin, mais ce caractère anxiogène, je pense qu'il faut, ce qu'on voit, nous, ce qu'on recommande, c'est qu'il faut le gommer le plus vite possible, et par exemple, il y a le rescrit. Déposer un rescrit auprès de l'administration, c'est déposer finalement ce qu'on va faire sur un plan d'investissement, sur un plan technologique, et avoir très vite en fait une validation de ce qui va se passer, et donc sécuriser le financement qui va venir sur les prochaines années. Donc ça, c'est une démarche que nous on conseille rapidement dès la 2e année. Ça sera ça de moins comme charge mentale sur la suite. Et puis, ce qui a changé, alors en 2009, le dispositif de recherche il existait. Il est globalement, à part quelques retouches, le même aujourd'hui. Par contre, ce qui n'existait pas, c'est qu'il y avait très peu d'acteurs, la BPI en était un, mais qui préfinançaient de manière assez rapide les créances de crédit en charge. Donc aujourd'hui, on a, sur des besoins de cash assez immédiats, les sociétés peuvent faire appel au marché. Alors, je peux citer un des acteurs, parce qu'il est adhérent du pôle, c'est Neftis. Neftis qui s'appuie sur un fonds et qui aujourd'hui, effectivement, s'adresse à cette cible de jeunes entreprises qui a besoin de cash assez rapidement et offre la possibilité de préfinancer non seulement un CIR qui est déjà déclaré, mais aussi un CIR qui est en germe. C'est-à-dire, finalement, elle va préfinancer en temps réel, sur la base des dépenses d'entreprise, son CIR par tranche. Alors ça a été un changement assez fort et ça a permis notamment à certaines entreprises qu'on connaît parmi nos clients, de passer des caps un peu difficiles en cash, parce qu'elles n'avaient pas ce qu'il fallait. Donc là, c'est payer les salaires. Et donc, aujourd'hui, Crédit Impôt Recherche, quand on a une équipe de développeurs qui est investie sur des projets R&D, il faut savoir que le CIR va ramener 20-25 000 euros par salarié s'ils sont impliqués sur de la R&D. Donc, c'est vraiment non négligeable. Et ce type de structure permet d'avancer l'argent. Il y a d'autres acteurs sur le marché, mais il faut avoir des créances, je pense, un peu plus importantes. Les banques s'y sont mis, certaines banques s'y sont mis. Donc ça, aujourd'hui, ça n'existait pas il y a 10 ans. Là, c'est clair que c'est un avantage pour ces entreprises. L'autre chose, et je reviens sur le conseil, c'est que dans ces 3 premières années, les entreprises font beaucoup de choses, et souvent, elles peuvent être redondantes. Donc effectivement, tout ce qui va contribuer à des demandes de financement, c'est ce que vous avez fait, peut être aussi utilisé pour justifier un crédit impôt recherche. Donc, le conseil, les premières années, il faut l'utiliser pour son expertise, son benchmark, se rassurer. Et donc éventuellement, il faut choisir dans la palette de ce qu'il peut offrir pour maîtriser ses coûts et pas avoir à payer un accompagnement standard. C'est pas forcément nécessaire. Vous faites probablement des choses qui vont servir vos intérêts ailleurs. Donc il faut dupliquer. Il faut que le conseil soit là pour dire ça, vous l'avez déjà fait, ou vous pouvez le faire. Professionnellement. Donc il faut diminuer le conseil à sa bonne part, plutôt rechercher son expertise. On parlera peut-être du conseil plus tard, dans la phase de croissance, où là, il faut s'en servir comme plutôt une société sur laquelle on va déléguer des tâches opérationnelles qui sont moins prioritaires sur les phases suivantes. Très bien. Tu en parlais, la phase de croissance. Donc, ça t'a pris 2 ans, effectivement, pour amorcer, pour développer tout ça. Raconte-nous ta phase de croissance, comment ça s'est passé, il faut commencer à gagner de l'argent. Quels sont, sur la même base de ce que tu nous as présenté, les enseignements, des tips que tu pourrais donner à ce sujet Alors, la phase de croissance, nous, on est toujours dedans. Ouais. Cette année, on va faire, je pense, à peu près 80% de croissance des revenus par rapport à l'année dernière. Donc, elle n'est pas terminée, mais ce qu'on tire des séquences de financement, donc on a levé 350 millions, dont donc on a dit 5 millions d'amorçage, on va dire du coup 345 millions pendant cette phase de croissance. Plusieurs choses. Déjà des choses assez classiques que les entrepreneurs connaissent ou les jeunes entrepreneurs ont entendu, qui est une levée de fonds, ça prend du temps. En fait, entre le moment où on initie l'idée et la finalisation, on a vraiment le cash en banque. C'est fréquent que ça dure 6-9 mois. Parfois, ça peut durer 12 mois. Et notamment, ce qui s'est passé dans le cadre du Covid, nous, on avait initié une levée de fonds avant le Covid. On sait maintenant qu'il faut être prêt à encaisser des très grands décalages, surtout là, dans la phase actuelle, quoi. Donc, ça prend du temps. Ça veut dire que ça s'anticipe.
Deuxième chose, il faut se poser la question de savoir si on prend des conseils en levée de fonds, des leveurs de fonds. Il y a plusieurs écoles. Nous, on a fait des levées de fonds avec, des levées de fonds sans, plutôt des levées de fonds sans leveurs de fonds. Sauf tu t'es équipé en pour notre interne dernière. Oui, on était un DAF. assez équipé en interne. Ouais, il y a toujours un peu la tentation de prendre un intermédiaire pour passer moins de temps sur sa levée de fonds ou faciliter le travail de contact des investisseurs. Je pense qu'il faut avoir des vraies bonnes raisons. Nous, les 2 fois on a utilisé des leveurs de fonds, il y avait des raisons très précises. Une première fois, c'était au début de la vie de l'entreprise, c'est que c'était quelqu'un qui connaissait par cœur nos comparables américains pour lesquels il avait levé des fonds. Et donc, il apportait une sorte d'expertise sectorielle et quelque chose d'important pour asseoir l'avenir de notre modèle, en gros, dans le discours. Voilà. Et la dernière fois, on a utilisé un éleveur de fonds, c'était la Banque Lazare pour notre dernière levée de fonds. Et donc là, avec un mandat d'aller chercher des investisseurs mondiaux, là où notre base d'investisseurs actionnaires était très européenne, voire franco-scandinave, européenne. Et donc, il y avait une raison vraiment très, 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 très concrète. Ce n'était pas nous aider, nous accompagner, maximiser nos chances de réussir. C'était ce point-là très particulier. Ensuite, nous, le principe qu'on a essayé de suivre un peu à chaque levée de fonds, il y en a 2. Le premier, c'est prendre des actionnaires vraiment de long terme. Mais ça, c'est lié à notre projet d'entreprise et à notre secteur d'activité. Notre projet d'entreprise, c'est de challenger les banques là où ça leur fait un peu mal, là où il y a le plus de revenus, de rentabilité, c'est le domaine du crédit. Et c'est évident qu'on ne fait pas ça en quelques années. Quand on dit ça, on sait que c'est un projet de 10 à 20 ans. Donc les actionnaire derrière, il faut qu'ils aient une vision de long terme, d'où très très vite le fait de faire des partenariats capitalistiques avec des corporates tel Arkéa. Donc ça, c'est le premier principe, des actionnaires de long terme. Et deuxième principe important, c'est systématiquement, à l'occasion de chaque tour de financement, d'essayer de faire rentrer des nouvelles compétences. Donc, au moins un nouvel investisseur. Alors, ça a un intérêt en termes de valorisation parce qu'il donne une sorte de tampon externe. Ce n'est pas qu'un tour interne d'actionnaires qui bon, voilà. Il y a une validation externe, donc ce n'est pas le marché public, hein, évidemment, ce n'est pas une introduction en bourse, mais c'est quand même quelque chose. Et ensuite, c'est l'apport de nouvelles compétences en fonction du moment stratégique dans lequel on se trouve. Donc là, on est en train de développer très, très fortement notre activité B2B, qui est une sorte de software. Et les 2 actionnaires qui sont rentrés au capital, c'est Goldman Sachs et Bridgepoint, qui peuvent apporter des choses très particulières dans le cadre de ce moment stratégique dans lequel on se situe. Voilà, donc c'est les principes qu'on a essayé de suivre. Après, j'ai que cette expérience-là, donc elle n'est pas... Déjà pas mal, hein. Oui, mais c'est propre quand même à notre secteur, c'est propre à notre projet entrepreneurial. Si on avait créé la boîte pour la revendre 5-6 ans après la création, on aurait choisi probablement une autre catégorie d'investisseurs. Voilà. Là, on commence à faire rentrer, on a commencé à l'occasion de ce tour-là, à faire rentrer à notre capital des actionnaires qui sont un peu plus traditionnels, entre guillemets, dans leur horizon d'investissement, qui vont vraiment chercher une liquidité 4, 5, 6 ans après leur entrée, alors que les premiers qui étaient rentrés, tels Arkéa, Adevinta, qui est le propriétaire de Le Bon Coin, le plus gros groupe de médias scandinave, qui a racheté eBay, donc c'est devenu le numéro 1 mondial des petites annonces, c'est au capital de United depuis 2013. Il y a Euraseo qui est au capital de United depuis 2015, BPI France depuis 2017, mais ces 4 acteurs, Arkéa, Adevinta, Schibsted, Le Bon Coin, le deuxième, BPI France et Euraseo, voilà, on voit que c'est des actionnaires de long terme, qui viennent plutôt pour un plan à 10 ans. Là, les derniers qui sont rentrés, Goldman Sachs et Bridgepoint, oui, il y aura un vrai souhait de liquidité, mais qui correspond aussi à l'horizon du management. Donc, on est aligné. Bien sûr, bien sûr. C'est très intéressant ce que tu disais. Et on parlait de conseils, effectivement. Au final, au-delà des guichets de financement qui existent, c'est vraiment sa stratégie à court, long, moyen terme
qu'il faut développer. Hein. On voit bien que chez United, il y a un séquencement, il y a une logique, il y a une croissance. J'imagine que c'est pour aussi aller à l'international, pour avoir une stature différente. Comment, chez Hemming, justement, ce conseil, vous l'apportez dans cette phase où on doit décoller, on doit générer des revenus Le conseil, en fait, il va être là pour aider à faire rentrer c'est la petite voix qui va dire attention, quand vous mettez en place l'organisation, tel processus, pensez aussi au financement de demain ou aux sujets qui vont mettre des clés dans la chaussure demain et auxquels vous ne pensez pas aujourd'hui. Alors, je peux citer plusieurs exemples. Je reste sur l'exemple de crédit impôt recherche, par exemple, c'est choisissez vos bons sous-traitants, en fait. S'il est agréé au CIR, il va rentrer dans votre assiette de dépenses. S'il ne l'est pas, c'est perdu. Choisissez vos bonnes compétences. Vous cherchez des compétences précises. Si vous choisissez un docteur, la totalité de vos salaires va vous être remboursée. C'est beaucoup plus avantageux. Alors, c'est pas facile à trouver. Donc, le conseil, il est là pour mettre aussi en relation avec les bons partenaires ou éventuellement donner un coup de main. C'est par exemple ce qu'on fait sur notre accompagnement à sourcer des gens. On recrute les mêmes, on a des réseaux. Donc ça, c'est important. Le conseil va aider à se projeter à 1 an, 2 ans sur des choses pour lesquelles il faut prendre des décisions maintenant. Et le conseil est là pour dire aussi, vous allez faire des levées de fonds et à un moment donné, si tout se passe bien, j'en reste toujours sur l'exemple de la fiscalité. Ou pas, parce que l'idéal, c'est de ne pas avoir à en faire. Hein. Oui, alors après... C'est jamais un signe de succès absolu de lever des fonds. C'est vrai. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. C'est quand ça se passe néanmoins, on peut avoir, alors nous on expérience de ça, des fonds qui sont de l'autre côté et qui viennent vers nous en disant la créance de crédit impôt recherche me paraît conséquente. Donc j'ai 2 questions. Est-ce qu'elle est légitime? Et 2, est-ce qu'elle est bien sécurisée? Parce que si je mets mon argent, c'est pas pour que derrière l'administration fiscale vienne et mette le bazar dans tout ça. Donc en fait, il faut anticiper ça. Et souvent, on a des acteurs qui vont demander quelque chose d'assez sécurisé. De la même façon, en fait, la sécurisation, ça s'inscrit dans les processus. Ça s'inscrit dans la traçabilité des événements, des actions. Et c'est pas facile dans vos métiers de tracer des choses qui sont souvent éphémères, des échecs qui disparaissent rapidement. Là, l'idée, nous, c'est par exemple, quand on a un conseil dans cette phase-là, il faut essayer de centraliser dans l'entreprise un relais, un pivot qui soit pas forcément dans le core team des fondateurs, mais qui va prendre un rôle et qui va essayer de capitaliser tout ce qui se passe, qui soit à l'interface du conseil et qui aide à mettre en place tous les processus qui seront nécessaires. Ça peut être le directeur technique, le directeur de la R&D. Souvent. Exactement. Enfin, ça peut l'être. Après, ce qui se passe, c'est qu'aussi, rapidement, ce type de profils ont d'autres priorités. Ah oui, il faut qu'ils délèguent. Et si ça reste chez eux, ça va passer en dessous de la pile. Donc, il faut trouver aussi la bonne suite de délégation pour que les choses soient fluides. Maître mot, c'est anticiper. Thomas, en termes de panorama de financement pour cette phase de croissance, tu peux à la fois compléter les propos de Marc, mais est-ce qu'il faut aller vers l'Europe avec les projets Horizon? Est-ce qu'il faut passer par les concours? Je citerai encore deux guichets, parce que là, on est dans une phase où finalement, on a montré au marché, le marché a montré un intérêt, on a fait son prototype, on a déjà des premiers clients. Donc, il faut changer d'échelle, comme on dit, devenir une scale-up, passer de la start-up à la scale-up. Et c'est souvent passé par une phase de démonstration à plus large échelle. Et donc là, il y a des guichets finalement qui sont spécialisés sur la démonstration. Il y en a un qui est plutôt bien, je trouve, au niveau de BPI France, c'est le guichet qui s'appelle IDEMO. Donc si vous tapez IDEMO sur Google, vous trouverez toutes les informations sur ce guichet, mais qui soit vous permet d'aller tout seul sur ce guichet pour un budget d'investissement de 2 millions d'euros, et selon, on va dire, le niveau de recherche, si c'est de la recherche expérimentale ou si c'est plutôt du développement industriel, vous n'aurez pas le même niveau de subvention et peut-être aussi les avances remboursables que vous devrez rembourser en cas de succès. Et puis si vous êtes en projet collaboratif, vous pouvez aller, c'est des projets de minimum de 4 millions d'euros de budget, donc un peu plus conséquent, mais là c'est intéressant parce que vous associez des partenaires dans votre projet d'innovation, ça peut être même des clients qui vont justement avoir une phase de test, de monitoring de ce que vous allez produire comme produit ou service. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant et je dirais assez accessible puisque vos chargés d'affaires, innovation avec qui vous êtes en contact pourront déjà vous dire si c'est éligible ou pas et puis après vous faire accompagner pour rédiger par contre un dossier un petit peu plus conséquent pour le faire financer. Et après à l'Europe, alors il y a les projets Horizon Europe qui sont en train de se réouvrir. Donc là, il y a plusieurs
niveaux de TRL en fait, qui sont adressables selon les guichets. Donc votre TRL, c'est la maturité de votre technologie. Donc si elle est faible, vous êtes au stade de la recherche fondamentale. Si elle est élevée, vous êtes vers le marché. Donc ça, il faut identifier un petit peu à travers différentes conférences qui existent. Les cabinets conseils comme Hemming font souvent aussi des webinaires qui présentent un petit peu ces différents guichets de financement. Et sinon, il y en a un où vous pouvez aller tout seul, alors qui est très, très sélectif, puisque le taux de succès est à peine de 6%, mais par contre, il est assez alléchant en termes de financement, puisque donc, ce guichet s'appelle l'EIC Accelerator. Il finance tout projet de tout domaine. Donc là, on est sur plutôt un TRL 4 en termes de maturité technologique. Donc on a déjà fait son prototype, on a démontré presque à l'échelle industrielle que c'était valable, et on veut passer justement à l'échelle production industrielle et aller sur le marché. Mais là, on peut présenter un projet de 3 millions d'euros de budget, jusqu'à 3 millions d'euros de budget, pour aller chercher des financements jusqu'à 2 millions d'euros en subvention. Donc là aussi, pour des PME, c'est très intéressant en termes de guichet de financement, mais par contre, il est très challenging, puisqu'on est à peine à 6% de taux de succès. Donc là, je conseillerais encore de se faire accompagner par un cabinet conseil, puisque il y a une certaine rigueur à avoir quand on présente un projet à l'Europe. Et on va dire, les instructeurs européens aiment bien retrouver le même continuum dans la présentation de son projet. Donc voilà, ça c'est aussi un conseil que je peux. Ça me donne envie de rebondir sur des échanges qu'on vient juste d'avoir, c'est-à-dire la course au fond, c'est pas une fin en soi, il faut faire attention. Il y a vraiment deux manières de l'appréhender, comme un succès et la route vers le grand succès. Et à l'inverse aussi, ça peut détourner des vrais sujets. Avec cet argent, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est grâce à l'argent qu'on va finalement inventer le futur au lieu de le faire dans l'autre sens, de se concentrer sur le besoin du client qu'on veut adresser, d'être très très proche de lui et de n'aller lever finalement que ce dont on a besoin. Et en écho à ce que tu disais juste à l'instant sur le passage à l'Europe, on a certaines des entreprises qu'on accompagne aujourd'hui qui nous font ce retour-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est très facile de lever des fonds. Et je suis courtisée régulièrement pour passer à l'international, pour passer à l'Europe déjà, pour passer à l'international. Et moi, certains entrepreneurs nous disent, je souhaite que mon modèle soit absolument pérenne, rentable, hyper installé. Alors, pas rentable forcément tout de suite, mais dont la rentabilité ne pose pas de questions avant de passer et en fait, de freiner un peu l'élan des investisseurs qui ont envie de contribuer à ça. Donc, c'est là où les fondateurs ont besoin d'être très sages et de se reposer la question du besoin du client, du marché, de la maturité du marché, de la capacité à en faire un vrai succès dans un horizon acceptable et de prendre un peu la casquette des investisseurs, du coup, de se faire leur auto-challenge. Voilà, c'est pas, tout le monde n'est pas dans une case ou dans une autre, mais il y a un peu de ça aujourd'hui et il faut savoir le freiner et y aller par étapes. Par étape. Et puis moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que vous avez dit, vous avez délivré après chaque levée de fonds. Il y avait un livrable et vous l'avez fait en phase. Et moi, c'est ce que j'aime bien aussi avec les projets, c'est que finalement, on délivre. Il y a un financeur malgré tout qui vous attend derrière. Donc, ça peut paraître contraignant, mais finalement, ça vous oblige aussi à délivrer et à vous refocuser sur vos priorités. Quand vous avez déposé votre projet, vous aviez cet objectif-là. Même si ça peut arriver qu'il change en cours de vie d'une entreprise, mais en tout cas, ça vous impose à délivrer. Et derrière, quand vous allez voir des financeurs, vous montrez aussi que vous avez délivré les différents jalons. Et ça aussi, ça rassure. Quand on a une entreprise qui est en capacité de délivrer des choses concrètes, on fait confiance à l'équipe et les investisseurs, ils misent souvent sur l'équipe. Sur ce que disait Sophie sur le développement européen, enfin international, je suis complètement d'accord. Enfin, si on va à l'international, il faut qu'il y ait vraiment des raisons de le faire. Et il y a probablement, s'il y a des raisons de le faire, il faut en plus le faire au bon moment. Nous, on était en France uniquement entre 2012 et 2016, donc dans les 5 premières années d'activité de l'entreprise. Et après ces 5 dernières années, on a ouvert 4 autres pays. Donc Italie, puis Espagne, puis Portugal, puis Allemagne. Et aujourd'hui, ces 4 pays représentent 40% quand même de l'activité d'United. Je pense que c'est vraiment à partir de l'année prochaine que la France sera à moins de 50%. Ce qui est dans notre secteur, au niveau mondial, il n'y a pas un seul nouvel entrant dans le domaine du crédit, en particulier, qui se soit développé à l'international. Tout le monde est resté monopays, donc leader américain
qu'aux États-Unis, en Chine, UK, en Allemagne et tout. Et on est le seul à s'être européanisé. On considère que c'est un actif absolument majeur, parce qu'on a appris un nombre de trucs incroyables. Et surtout, on a démontré qu'on savait ouvrir et lancer des pays. Donc, si vous me dites, je vous donne, je sais pas, 500 millions pour aller en ouvrir 10 de plus, bah, on sait exactement comment faire et comment faire marcher ça. Mais donc, il y a cette séquence. Pendant les 5 premières années, on n'était que en France et on estimait qu'il fallait avoir validé un certain nombre de choses avant de penser au développement international. Et après, deuxième chose, je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas besoin, c'est un peu choquant de dire ça, parce qu'il y a une grosse pression, il faut être mondial, il faut être mondial, il faut être mondial. Mais en fait, tout dépend de... Déjà, je vais expliquer une question de modèle économique et après prendre des exemples de boîtes incroyables qui sont développées en monopays. Vous devez vous développer au niveau européen ou mondial, disons mondial, quand les revenus par utilisateur sont très faibles. Et donc, si vous ne ciblez pas un marché de 500 millions ou 1 milliard de personnes, vous ne pourrez jamais avoir une masse de revenus suffisante. Donc, je prends l'exemple qu'on connaît bien en France de Blablacar. Si Blablacar ne couvrait pas un très grand nombre de pays, il y avait un vrai sujet de revenus, parce que pays par pays. Si des boîtes comme, je sais pas, Deezer, Spotify sont mondiales, c'est aussi parce que les revenus et les marges par utilisateur par an sont faibles. Nous, dans le secteur d'activité où on est, c'est en centaines ou en milliers d'euros par an, d'accord, les marges par an. Et du coup, le besoin de s'internationaliser est très différent. Donc, chaque personne doit se demander pourquoi il doit aller à l'international. Et après, moi, il y a 2 entreprises que je suis pour des raisons personnelles, une qui est Free, que tout le monde connaît, et l'autre qui est maintenant a été rachetée par Total, mais Poweo et Direct Energy, qui étaient les 2 petits concurrents de DF et GDF qui ont fusionné et qui ont été rachetés par Total 15 ans après la création de 2 milliards d'euros il y a 2-3 ans, sont des acteurs qui sont restés, qui ont construit leur succès dans un seul pays. Free, alors c'est plus le cas aujourd'hui, parce que maintenant il y a le développement international du Free, mais jusqu'à il y a quelques années, c'est un groupe qui franchit peut-être les 4-5 milliards d'euros de revenus, 10-15 000 collaborateurs, en étant monopays. Bon, bien sûr, il y a des acteurs aussi bancaires qui sont monopays, mais même dans des domaines en apparence technologique de disruption d'investissement, voilà, donc ça c'est dans les telcos, dans l'énergie, Poweo, Direct Energy, petit concurrent de DF-GDF avec quelques pourcentages de parts de marché, qui a été racheté par Total 2 milliards il y a 2-3 ans, monopays, il y avait une amorce de développement en Belgique. Et donc, bon, c'est assez marrant parce que banque, telco, énergie, c'est des domaines régulés. Donc, souvent, il y a une complexité à franchir les barrières, une validité des agréments. Donc, il y a un certain nombre de choses qui expliquent que ces acteurs-là, peut-être, ne se soient pas internationalisés. Mais en tout cas, c'est des succès économiques, sociaux, des boîtes pérennes qui se sont construits en étant monopays. Donc, les injonctions de faux pensée mondiale, etc., bon, bah, les entrepreneurs doivent se demander est-ce que ça correspond à mon business, quel est l'intérêt, et si jamais ça l'est, est-ce que j'ai validé toutes les étapes, et puis à quel moment je décide d'européaniser. Nous, une fois qu'on a décidé d'européaniser, on a fait un pays en 5 ans, et après 4 autres en moins de 5 ans. Donc, pour le coup, on y a été à fond. Tu en penses quoi, Marc, de ce retour qui développe par rapport à tout ce qu'on entend cognitivement, voilà, sur les levées de fonds, d'être born global, je partage complètement avec Geoffroy, ça va vraiment dépendre du métier et de la cible qu'on adresse et des contraintes qu'on adresse par marché. Nous, ce qu'on voit quand il y a un développement à l'international économique, c'est qu'il est souvent accompagné derrière d'un développement technologique et surtout, sur la matière que je connais le plus, c'est sur le numérique. Parce qu'en fait, derrière, ce développement-là permet d'accéder à des ressources et des expertises qui sont, sur un marché de l'emploi en France assez tendu, beaucoup plus large. Et donc, on va avoir en fait des sociétés... Alors, ça se prête, par exemple, vraiment bien dans l'édition de logiciels, où là, la façon de travailler et la façon de gérer ce type de projet est très transversale, on fait appel à l'expertise et elles peuvent être locales. Et donc, on voit, par exemple, aujourd'hui des éditeurs de logiciels qui, très vite, en fait, effectivement, dès qu'ils passent une bascule et qu'ils ont l'opportunité, pour des raisons économiques, d'aller en Espagne, Portugal, en fait, ils vont très vite aussi aller chercher compléter cette présence locale par des compétences technologiques qui vont
compléter leur équipe R&D. Donc ça se voit beaucoup dans le sud de l'Europe, aussi pour des raisons de coût. C'est aussi des compétences beaucoup plus accessibles. Et puis on le voit aussi arriver pour des... alors, quand il y a des logiques partenariales R&D assez fortes, on va voir aussi arriver ça de l'autre côté de l'Atlantique. Et aujourd'hui, nous, on a des clients qui sont aux US et très vite, en fait, associent à leur présence locale, qui va être assez réduite, des compétences. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les mêmes dispositifs existent maintenant dans tous ces pays-là. Très rapidement, le dernier venu, c'est en Allemagne, mais on va voir à peu près les mêmes dispositifs dans beaucoup de grands pays. La France reste le plus avantageux toujours, mais la matière est la même. Et quand on arrive à piloter ça en France, finalement, en fait, on peut maintenir un pilotage national et on a aujourd'hui des clients qui, de la France, se mettent à piloter l'ensemble des dispositifs de ces pays-là. La matière peut être identique et on va finalement, ce qu'on fait en France va pouvoir être réutilisé dans les autres pays. Donc, on gagne aussi en synergie sur ce plan-là. Donc, on voit ça. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on voit ça se mettre en place beaucoup plus rapidement qu'il y a 10 ans. Mais je pense que le côté, la ressource experte et rare joue beaucoup dans cette logique-là. Sophie, sur ce sujet, alors j'ai bien compris que Arkea, et vous êtes hyper innovant pour ça. J'avais 2 questions par rapport... Arkea et international, d'ailleurs, sur la partie belge. Voilà, c'est ça. Donc, déjà sur la croissance en international, comment vous positionnez? Et puis surtout par rapport à l'expérience mise en exergue par Geoffroy, vous avez d'autres participations de d'autres fintechs. Est-ce qu'il y a cette même logique, justement, processée, de délivrer qui est présente, ou vous avez d'autres modèles aussi qui marchent aussi bien? Quel est un peu votre retour vis-à-vis de tout cela? Il y a un point qui est très intéressant dans l'expérience avec United Credit, c'est le fait de se positionner comme un investisseur stratégique, en challenge sur la vision, en accompagnateur sur la vision, et très intéressé par le développement de ce nouveau cas d'usage, parce que c'était quand même assez innovant. Aujourd'hui, ça s'est pas mal développé, mais ça reste d'ailleurs toujours très innovant. Et de ne pas le confuser avec un côté actionnaire industriel, très lié à la réussite intrinsèque du produit et qui va vouloir agir directement sur le modèle. Et je trouve que ça, c'est une bonne question à se poser. Les deux existent. On ne va pas faire la même chose et on ne va pas se positionner de la même manière, notamment entre actionnaires majoritaires. Si on veut être un industriel très fort et donc avoir des synergies avec les autres usines existantes dans le groupe ou les autres usines qu'on a l'intention d'acquérir, on va avoir une emprise très forte et on va avoir une forme de digestion, d'incorporation, d'inclusion totale. Ça peut être un excellent pari. Et il se peut aussi parfois que ce soit justement la différence, une capacité à penser out of the box qu'on aille chercher. Dans ce cas-là, c'est intéressant de rester sur un mode purement stratégique et visionnaire et d'accompagner. Et puis, de temps en temps, c'est bien de faire un mix entre les deux. Donc, voilà, il existe plusieurs modalités. Chez nous, chez Arkea, on va avoir, sur certains métiers, le souhait d'être un partenaire industriel très fort, d'être aussi au capital, d'être en majoritaire, de le développer, de démultiplier les synergies. Ça fait parfois absolument du sens. Et puis, dans d'autres cas, typiquement United, de suivre la croissance. Et à un moment donné, quand la croissance à l'international dépasse clairement les compétences que nous, on peut apporter, rester présent, mais ne pas suivre, et puis profiter de l'expertise que d'autres, des fonds, des corporates, peuvent apporter pour notre bénéfice en tant qu'actionnaire, évidemment. Et puis, surtout, avoir l'humilité de se dire, c'est pas nous, en fait. On n'est pas en capacité d'apporter ça, on le reconnaît. Et, donc, je trouve que cette maturité-là, elle est très intéressante et elle se voit bien dans l'histoire des 10-15 dernières années du groupe, parce qu'on a eu pas mal de cas d'usage. Ça nous permet aujourd'hui, quand on réfléchit à l'intérêt stratégique, d'explorer tout ça en totale transparence et de pouvoir aussi le faire avec les entrepreneurs qui se sont peut-être pas posé ces questions-là. Et du coup, il faut reboucler, ça nourrit la confiance dont on a besoin, ça installe un terreau, c'est bénéfique à la relation. Vous voulez rajouter quelque chose, Geoffroy? Non, mais il illustrait effectivement le fait que Arkea était, dès 2011, donc dès notre première grosse levée de fonds, actionnaire, avec plutôt une position de partenaire financier capitalistique et non pas industriel.
et à garder ce positionnement au sein de notre structure actionnariale. Et que au fil du temps, en se connaissant les métiers d'Arkea, et la confiance, elle s'est très vite installée, mais il y a vraiment un très fort niveau de proximité, de confiance, on a développé des partenariats industriels, comme celui qu'on a avec Fortuneo, qui est au début de son potentiel, mais je pense qu'il y a pas mal beaucoup d'intérêt stratégique pour nous et Arkea. Sur Avenir, qui est de l'assureur au sein d'Arkea, est un de nos prêteurs, donc un des financeurs sur la plateforme, déploie des liquidités. Donc, si les rendements des contrats d'assurance vie sur Avenir sont un peu boostés, peut-être qu'on y est, peut-être un peu, modestement évidemment, mais donc c'est assez marrant de voir qu'on a ces différents types de partenariats. Puis on en a d'autres, il y a notre banque de flux, etc. Mais ça, c'est des choses plus historiques. Mais en tout cas, il n'y a pas eu au tout début la volonté d'Arkea d'imposer des partenariats industriels dont on ne sait pas s'ils auraient fait sens ni pour eux ni pour nous, mais plutôt une observation, on se connaît, on développe des choses. Au même moment, comme tu dis, Arkea suit moins les tours de financement, parce qu'après aussi, comme je l'ai dit, la volonté, c'est de faire rentrer des nouveaux investisseurs, etc. Et donc, nous, le but, c'est de valoriser au maximum la participation financière d'Arkea pour que, à la sortie, une IPO, une session industrielle ou un LBO, et voilà, Arkea réalise la pleine plus-value de ce partenariat stratégique dans la durée, quoi. Oui, tout à fait. Thomas, tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette ambition internationale? Est-ce que tu accompagnes des boîtes dans notre secteur, dans l'écosystème aussi, qui ont cet ADN peut-être dès le début ou qui le développent au fur et à mesure? Qu'est-ce qu'ils doivent… Moi, je rejoins bien ce qui a été dit. Il ne faut pas aller à l'international pour dire d'aller à l'international et de mettre une slide, un planisphère sur une slide. Je vais reprendre les termes partenariat que j'ai entendus régulièrement. Parce que c'est important, je pense que quand on va à l'international, si on décide d'y aller avec des partenaires, alors ça peut être ces fonds d'investissement qui sont au capital, ça peut être dans le cadre de projets collaboratifs aussi, et notamment à l'Europe. Voilà, il y a beaucoup de projets collaboratifs, on en a parlé un petit peu. Ça peut être aussi un moyen de rentrer finalement en contact avec des potentiels partenaires qui vont nous accompagner à l'international, soit trouver le distributeur, soit identifier le marché. Voilà. Puis après, il y a plein d'aides, on ne va pas les citer aujourd'hui, mais il y a pas mal d'aides pour aller aussi à l'international. Mais je rejoins vraiment ce qui s'est dit, c'est qu'il faut que ça fasse vraiment partie de la stratégie de l'entreprise et qu'elle ne s'éparpille pas en disant il faut aller à l'international parce qu'aujourd'hui, ça fait bien d'être déjà présent à l'international. Ouais, tout à fait. Le temps passe très vite. Je pense qu'on va consacrer quelques minutes aux questions. Alors peut-être… Alors, on est en direct, on a des participants au sein de Finance Innovation. Des questions dans le public par rapport à ce qui a été dit? Non? Oui? Une petite vue sur aussi comment ça se passe au niveau du capital, au niveau de la dilution. Au fur et à mesure, ça dépend beaucoup de l'entreprise. Alors, donc à chaque fois qu'on lève des fonds, il y a une dilution pour le management et les actionnaires historiques qui ne suivraient pas. Le pourcentage de dilution, on peut le minimiser en augmentant la valorisation le plus possible. Il faut démontrer ça. Et puis, ça peut aussi être dangereux. Donc, il faut être raisonnable et réaliste. Le but, c'est que tous les actionnaires qui rentrent à quelque moment qu'ils soient contents de leur sortie. Ça me paraît essentiel, mais bon, je pense qu'on peut. C'est une maxime qui n'est pas très respectée. Après, on peut aussi diminuer la dilution en réduisant le montant des fonds qu'on lève à chaque tour. Mais il faut bien être, en ce cas-là, prudent au fait qu'on ait au moins 2 ans, idéalement 3 devant soi à partir du moment où on a levé des fonds. Donc, il ne faut pas trop le réduire. Donc, c'est qu'une question d'équilibre. Moi, je n'ai pas de… voilà, ça, c'est une chose. Après, il y a des instruments de relution pour le management et pour les fondateurs, et pour les salariés, management, fondateur et les salariés, donc les BSPCE, les attributions d'actions gratuites quand on n'est plus éligible au plan de BSPCE.
pour être éligible au plan de BSPCE, il faut que la société ait moins de 15 ans. Donc BSPCE, bon de souscription de part de créateur d'entreprise, c'est un mécanisme de stock option, mais avec une fiscalité encore plus avantageuse. Je crois que le BSPCE, c'est la fiscalité au niveau européen la plus avantageuse sur l'association au capital des salariés des startups. Donc, c'est un dispositif exceptionnel. Donc voilà, c'est les instruments de relution qui permettent, une fois qu'il y a eu la levée de fonds et la dilution, de regagner un peu de part au capital. Elles peuvent être indexées sur la performance ou pas toujours. Parfois, elles ne le sont pas, et en ce cas-là, il y a des durées, des vestings, donc des durées pendant lesquelles il faut rester dans l'entreprise pour pouvoir en bénéficier. Donc, c'est un sujet, la dilution. Après, nous, personnellement, comme on l'a vu, on a un projet énorme, ça va être long, on n'est pas multimillionnaire quand on crée la boîte, donc on sait qu'on va beaucoup se diluer, on va être très minoritaire au capital en tant que fondateur, donc fondateur, manager, vous vous retrouvez dans une situation où il y a vous avez 20% du capital et les actionnaires ont 80%. Et je trouve que ça se passe bien. Après, voilà, nous, on préfère avoir une petite partie de quelque chose qui est énorme, qui fait, je sais pas, 1 milliard d'euros de revenus, peut-être 5-10 milliards de valorisation, on verra, je sais pas, ça dépendra des marchés, mais plutôt que d'être majoritaire sur quelque chose de petit. Ça dépend, il y a des gens qui préfèrent garder un contrôle total et tout. C'était une tendance, il y a la dilution, puis il y a la gouvernance. Alors, moi, mon observation, mon constat, c'est qu'on peut avoir une petite partie du capital d'une entreprise et de garder les manettes de dirigeants vraiment opérationnels et stratégiques. Je pense qu'il y a une condition, idéalement, dans la partie que vous ne détenez pas, qui est plutôt la fragmentation. Parce que ce n'est pas pareil d'être à 20% du capital avec quelqu'un qui a 80%, un fonds, qu'être à 20% du capital avec 4 actionnaires qui ont 20% chacun. Donc nous, on est plutôt dans une optique de fragmentation qui n'est pas souhaitée. C'est juste qu'on fait rentrer des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui apportent des expériences différentes. Et après, il y a une deuxième condition qui est de délivrer le plan des actionnaires. Si on n'est pas bon, qu'on ne délivre pas le plan des actionnaires, avec ce pourcentage du capital, très vite, ils diront, on prend une autre équipe de managers. Mais nous-mêmes étant actionnaires, je veux dire, c'est sûrement aussi notre intérêt. On le vit très bien, sans pression particulière. Mais c'est assez intéressant de voir l'équilibre entre le travail et le capital et comment il se met en place concrètement dans ce type d'aventure entrepreneuriale. Merci. D'autres questions ? Une question, comment justement par rapport à cette expérience et cette expertise, cette maturation chez Arkea, comment ça s'est vécu dans cette évolution que vous avez citée tout à l'heure, ces 10 à 15 dernières années, votre expérience, par rapport à justement cette relation avec, quand on grandit avec les entreprises, que vous souhaitez aujourd'hui, dans l'évolution que vous avez faite sur le choix, les profils et l'équilibre par rapport à aussi l'objectif qui est l'objectif du groupe Arkea, qui est un groupe mutualiste. Alors, c'est une super bonne question et on a parfois d'autres groupes mutualistes qui nous interrogent sur comment vous arrivez à faire de la croissance externe. C'est pas si simple que ça, du coup, parce qu'on est vraiment dans de l'accompagnement d'entrepreneurs salariés avec un projet de vie, un projet plein d'étincelles et puis une très grande disproportion entre les moyens disponibles et l'ambition. Pour un groupe qui a une centaine d'années, qui est très installé, du coup, on est vraiment dans un mariage de mondes. Je crois que ce qui fait la spécificité d'Arkea par rapport à ça, c'est que ça reste un petit acteur bancaire par sa taille. C'est 11 000 salariés, c'est une couverture géographique à la base très, très restreinte, qui fait que le côté conquérant, sortir des territoires, être dans une approche de développement, fait partie de l'ADN. Donc, ça veut dire se rapprocher aussi de ces entrepreneurs. Donc ça, je pense que sur le comment et les profils d'entrepreneurs changent au fur et à mesure, rester en contact, ça fait partie du comment, en fait, ça peut advenir. Donc, c'est quelque chose qui n'arrête pas d'évoluer et qui, via l'accompagnement, alors on le fait par de l'accompagnement minoritaire ou majoritaire. On était
très présents avant de se faire diluer nous-mêmes. D'autres, on est très majoritaires. On a aussi en fait des participations dans des fonds qui vont eux-mêmes investir de manière très privilégiée et accompagner la croissance, qui sont un autre moyen d'accéder à cette innovation, ces changements, de booster en fait cette innovation sans être trop exposé en tant qu'investisseur. On choisit, il me semble, d'y mettre un ticket 5 millions sur une enveloppe de 100 millions. C'est plus facile à supporter, on ouvre des risques et ça permet du coup de varier les types d'exposition. Donc ça, c'est plusieurs outils comme ça qu'on peut mettre côte à côte. Et il y a bien sûr le fait qu'on puisse être en collaboration, en partenariat sans mettre du tout de capital, mais du coup avec une influence ou une captation de l'intérêt de la vision client. Ce qui nous meut, c'est comment on fait advenir une finance plus utile pour nos clients, comment on est plus proche de ce dont les clients ont besoin, comment on anticipe la banque de demain. C'est ça qui nous meut à travers tout un tas de cas d'usage. On peut le faire par du partenariat, mais on aura moins peut-être d'accès à la recette du Nutella. On ouvre moins les livres, on ouvre plus les livres quand on est au capital. Jolie image. Non, tout à fait. D'autres questions dans le public? Non? Peut-être passer à une question sur le chat. On a répondu à la deuxième déjà. D'accord, très bien. Donc, quels sont les meilleurs conseils pour rédiger un pacte actionnaire? Quels accompagnements pour cela? Si quelqu'un peut s'y coller. Pas des actionnaires, c'est des avocats. Oui. Il dirait que ça, il faut se faire aider par des avocats. Une bonne équipe M&A, de l'expérience sur le sujet, et notamment travailler sur le pourquoi on s'associe, la durée en fait. On a parlé plusieurs fois de la durée d'investissement, et donc sur ce sujet-là, en parler et pouvoir préparer la liquidité. Parce que c'est ça qui va être clé en fait. Rentrer et se marier, c'est facile. Sortir en petite coupure ou de manière définitive, c'est pas pour ça qu'on vient. Mais il faut aussi le prévoir. Donc des équipes M&A, des juristes, de l'expérience. Ouais. Après, il y a une ressource publique en ligne. Il y a un groupe d'entrepreneurs qui s'appelle le Galion Project, qui a construit une term sheet standard, donc une sorte de pacte d'actionnaires en quelque sorte, pour les premières levées de fonds des entreprises. Je pense qu'elle est en ligne sur le site du Galion Project en accès public. Et c'est un document qui est assez intéressant parce qu'il a été construit en collaboration entre des entrepreneurs de différentes tailles, mais qui avaient levé plusieurs levées de fonds, certains des plus grands avocats corporate à Paris, et notamment Pierre Carpic de Gide, qui nous conseille United depuis 10 ans, et des investisseurs en capital, corporate et fonds. Et donc, les trois, pour la première fois, sont mis autour de la table pour lui dire, bon, voilà ce que c'est qu'un pacte à peu près équilibré entre standards entre des entrepreneurs et des investisseurs, avec les différentes clauses, expliquées de façon didactique. Et après, il y a toujours un fine-tuning, une adaptation qui doit être faite en fonction du projet de l'entreprise, sa maturité, etc. Mais je pense que c'est une super première base de travail, quoi, qui a été un peu tamponnée, validée et tout. Donc, à minima, si jamais vous recevez un pacte d'actionnaires en tant qu'entrepreneur de la part d'un corporate, d'un fonds, etc., et qui dit non, moi je veux qu'on se base sur mon document, c'est de comprendre un peu les différences. Je pense que c'est utile. En tout cas, on a eu des très bons retours. Donc. D'accord. C'est bon de mon côté. Très bien. Je propose de terminer ce webinaire très instructif. Je pense que l'expérience en storytelling a permis d'aborder de nombreux sujets et j'espère que ça conviendra à nos spectateurs. Alors, l'événement est en replay, c'est ça? Donc, sur notre chaîne YouTube. Donc, voilà, n'hésitez pas à y retourner pour le visionner à nouveau. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.